Et bien du coup, bienvenue dans ce nouveau live Better, série de live, de webinaires destinés aux freelances. Aujourd'hui, on va parler de la question de la gestion des finances quand on est freelance. C'est une question un petit peu particulière que les freelances en général soit n'aiment pas traiter, soit évitent de traiter. Mais pour le coup, si on les traitait assez souvent, ça nous éviterait pas mal de problèmes. Donc aujourd'hui, on va voir cette question-là ensemble. Donc le webinaire, il va se composer comme d'habitude. Il y a une partie un petit peu théorique, on va dire théorique slide. Il y a une partie démo avec un espèce d'outil simple que je voulais vous proposer pour avancer sur ces questions-là. Et puis après, on terminera sur une session de questions-réponses. Voilà, où chacun est libre de poser ses questions sur le sujet, bien sûr. Et puis j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Donc, on va attaquer aujourd'hui, si on parle de freelance et de gestion financière. En fait, déjà, en général, on se dit de quoi? De gestion de quoi? La gestion financière, aujourd'hui, quand on en parle avec les freelances, c'est soit un agrégat de surprises qui sont franchement des surprises bêtes. Ah, j'ai la TVA qui est tombée, ah, j'ai l'URSSAF qui tombe, ah, j'ai la CFE. Tous les ans, on voit un nombre de freelances absolument ahurissant, s'étonner en fait qu'il y ait la CFE qui existe, s'étonner que l'URSSAF ne vous oublie pas. Donc c'est l'URSSAF pour la France, mais c'est plein d'autres frais. Si par exemple on est dans d'autres pays, en Suisse par exemple, ça marche exactement de la même manière. Pourtant, en principe, quand on s'est lancé en freelance, il y a des règles du jeu quand même. On est censé avoir ce minimum d'informations. Le deuxième point, en général, qui concerne les finances et les free, c'est la question de plan. Il y a peu de freelances qui ont vraiment des plans pour gérer les finances de leur activité. Par plan, on entend quoi? Enfin, j'entends quoi? Suivi de mes dépenses, de mes frais, suivi de mes marges, qu'est-ce que je veux investir, comment je pilote, etc. Et en termes de pilotage, on est plus souvent sur un pilotage de type finance personnelle que finance d'entreprise. C'est-à-dire il y a peu de freelances qui voient leur activité comme une activité d'entreprise, et c'est normal parce que le statut de freelance est quand même proche de comme si c'était la boîte, c'est nous, quoi. Donc voilà. Et pourtant le distinguo a matière à être fait. Le troisième point concernant la gestion financière chez les freelances, c'est la stratégie et la trésor. En général, le freelance ou la freelance classique, euh, on n'arrête pas de compter ceux qui courent après les règlements clients, ceux qui sont toujours en flux tendu avec des trésoreries qui sont souvent dans le rouge, ensuite qui repartent dans le vert de manière très sporadique pour revenir dans le orange, dans le rouge. On croise beaucoup de profils du coup qui se payent en dernier, et bah, du coup, c'est la gestion financière. Au final, on ne s'en occupe pas parce que c'est avant tout une source de stress. Voilà. Pourtant, en fait, on sous-estime l'effet de gérer correctement et de piloter correctement les finances de son activité en tant que freelance pour deux raisons. La première, c'est que à partir du moment où on sait ce qui se passe avec l'argent, que ce soit il se passe des choses positives, tant mieux, il se passe des choses pas cool, ok. À partir du moment où on sait, en fait, on a l'esprit qui est dans de meilleures dispositions pour prendre des décisions. C'est-à-dire que le suivi financier, c'est un outil de décision stratégique dans l'activité d'un freelance. Pourquoi? Parce qu'un freelance qui ne sait pas, en fait, il va passer son temps à réagir par rapport au marché, par exemple, tandis qu'un freelance qui pilote, il va passer son temps à agir et du coup à prendre des décisions qui sont sensées. Forcément, il peut y avoir des périodes plus dures, plus faciles, mais avec une gestion et un pilotage qui est plus serein, ou en tout cas qui est cadré, en fait, on arrive beaucoup mieux à se sécuriser l'esprit pour avancer en termes de décision. Le deuxième point, en fait, qui est dommage, c'est que bah, à partir du moment où on a une gestion financière qui est solide, qui est OK, qui est bien suivie, bien structurée, en fait, bah, mécaniquement, potentiellement, on perd moins d'argent. Je ne dis pas qu'on gagne plus d'argent, mais en tout cas, on sait exactement quand est-ce qu'on en gagne.
Et du coup, l'argent ne devient plus une source de stress et on arrive assez souvent à reprendre du plaisir dans son job. Et qui dit plaisir dans son job, quand on est free, ça veut aussi dire qualité. Pourquoi? Parce que bah, l'esprit serein, ça nous permet de nous concentrer beaucoup mieux sur le boulot. Ça nous permet de générer beaucoup plus de qualité. Et puis surtout, ça nous permet de délivrer beaucoup mieux et de beaucoup mieux s'occuper de la relation qu'on a avec nos clients. Donc voilà, il y a... c'est vraiment dommage de voir autant de freelances qui ne se lancent pas dans le pilotage de leurs finances professionnelles en tout cas. Aujourd'hui, c'est de ça qu'on parle. Il y en a beaucoup qui arrêtent du coup d'être freelance, alors qu'en fait, l'idée du jour, c'est de vous montrer qu'avec quelques bonnes pratiques et quelques outils, on pourrait éviter beaucoup de fermetures et beaucoup de déceptions. Donc, qui je suis aujourd'hui pour vous parler de finance, de freelance. Donc, je suis quelqu'un qui est à mon compte depuis, on va dire, à peu près 14 ans. J'ai commencé freelance, ensuite je suis passé au mode studio web avec 2 personnes. Ensuite, je suis passé en mode agence avec 7 personnes que j'ai dirigé pendant 11 ans. Donc, en fait, ça fait que j'ai été dans des contextes où il y a des flux de trésorerie et des flux d'argent qui sont du simple au x7 à gérer. Et du coup, bah, forcément, avec les années, il a fallu s'outiller parce que quand on est free et qu'on est un flux tendu, qu'on fonctionne un petit peu à l'arrache, ça peut fonctionner. Mais quand il y a 7 personnes à nourrir tous les mois, en fait, il faut organiser le suivi des finances parce que, en fait, c'est plus une source de stress où il n'y a que nous qui sommes impliqués. C'est une source de stress où potentiellement il y a toute une équipe qui est impliquée. Voilà. Donc je fais ça depuis pas mal de temps maintenant. Je le fais, ça m'a permis, notamment quand j'ai fermé ma première agence, en fait, ça m'a permis de pas avoir de dette, sauf sur, et je l'ai précisé par souci de transparence, quand on a fermé l'agence, la seule dette qu'on avait à rembourser et le seul argent qu'on avait à renflouer, ça concernait une aide de la région qu'il fallait qu'on finisse de rembourser. Donc, en termes d'URSSAF, de TVA, etc., on était clean, nickel. En termes de salaire, on était nickel parce que du coup, on avait justement une gestion un suivi des finances qui était au carré. Et le dernier point, c'est que moi, je fais partie des freelances, ou en tout cas des entrepreneurs qui partent du principe que ça fait partie du jeu et qu'en fait, être freelance, c'est pas s'amuser en fait. Le freelance, c'est un vrai statut professionnel, c'est pas du loisir. Et l'idée, c'est que, en fait, il faut qu'on arrive à être capable de considérer le freelancing comme une entreprise et du coup, de jouer avec les règles de jeu de l'entreprise et bah, notamment les règles de jeu de la gestion d'argent. Et l'idée, c'est quoi? C'est de se dire qu'à partir du moment où on connaît les règles et qu'on arrive à jouer avec les règles, bah, on a quand même beaucoup plus de chances de gagner dans le jeu. On va pas gagner tout le jeu, mais en tout cas, on va beaucoup plus gagner dans le jeu. Voilà. Petit détour par le programme. Aujourd'hui, on parle de freelance parce que les freelances, ça fait partie des gens que j'accompagne sur le programme Better Freelancer, où l'idée, c'est sur 3 mois d'accompagner des freelances sur des ensembles de thématiques qui sont de l'ordre de la soft skills, sur 3 grosses thématiques. Le business, donc comment est-ce qu'on pilote une activité, comment on structure une offre, comment on chasse des projets, comment on vend ses projets. Sur tout ce qui est soft skills, donc comment on bosse sa posture de professionnel au-delà de notre cœur de métier, comment on bosse notre relation client, comment on communique. Et après, il y a des sections métiers, il y a certains métiers sur lesquels j'interviens aussi en coaching, notamment les métiers du design. Voilà pour le petit détour. Il reste encore une place actuellement sur la prochaine promo. Donc, voilà pour le détour. On va pouvoir passer au cœur du sujet. En tout cas, le guide, comment piloter ses finances quand on est freelance. Il y a 3 grands principes selon moi. En tout cas, depuis le temps que je travaille à mon compte, j'ai regroupé 3 gros principes pour que ça se passe bien. Le premier principe, c'est le principe d'anticipation et c'est surtout l'idée de se dire on ne dépense pas ce qui n'est pas à nous, en fait. Donc typiquement, quand on collecte de la TVA, on évite de dépenser la TVA. C'est un petit peu bête. Donc
Ce premier principe, il va en 3 points. Le premier point, c'est 2 comptes en banque. Je croise beaucoup trop de freelances aujourd'hui qui travaillent avec un compte en banque, pardon, et en fait, tout est mélangé. Du coup, bah, en fait, on ne sait pas ce qui va où, et à gérer en termes de gestion de trésorerie, c'est vraiment le bazar. Donc, ce que je vous conseille, c'est que ce soit banque en ligne ou quoi que ce soit, vous faites toujours 2 comptes. Un compte pour le daily et un compte de réserve. Éventuellement, vous faites un 3e compte que j'appelle SOS. Et l'idée de ce compte, c'est qu'au fur et à mesure, vous allez le renflouer pour qu'il contienne 3 mois de fonctionnement, de frais de fonctionnement de la boîte. Et l'idée, c'est de vous dire que si à un moment vous avez un coup de mou dans l'année, en fait, vous avez un compte SOS intouchable sur lequel vous avez 3 mois de fonctionnement dessus. Donc, une fois qu'on a ces plusieurs comptes, le deuxième gros point du premier principe, c'est d'automatiser des non-dépenses sans discussion. Si par exemple je collecte de la TVA, bah, dès que j'encaisse une facture, la TVA correspondant à la facture, je la mets direct sur mon compte de réserve. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de il va me rester 200 €, machin. Aucune discussion. Je collecte de la TVA, je mets de côté. À l'inverse, moi ce que je fais, c'est que quand je fais une dépense où je paye de la TVA, je ne récupère pas la TVA de ce compte de réserve. Parce qu'en fait, bah, c'est de la TVA entre guillemets bonus, mais cette TVA bonus je la laisse sur le compte réserve parce qu'elle va financer bah, d'autres petites surprises qu'il peut y avoir au fur et à mesure de l'année. Donc ça, c'est pour les encaissements. Pour les payes, c'est exactement la même chose, qu'on soit en EURL, en auto-entrepreneur ou quoi que ce soit, c'est tout pareil. À partir du moment où je me paye quelque chose, en fait, la paye, c'est paye plus URSSAF. C'est pas juste la paye. Donc, si je me paye, si je suis en auto-entrepreneur, imaginons, on va arrondir, le taux, c'est 25. Si je veux me prendre 1000, il faut que j'ai 1250 à disposition. Sinon, je prends moins, en fait. On ne diffère pas ça. Donc, si je suis auto-entrepreneur et que je me prends 1000, je mets directement 250 de côté. Si je suis en EURL, SARL et que je me prends 1000, je mets directement 450 de côté. Pareil, ça, c'est des il n'y a pas de discussion, c'est automatisé, voilà. Et la règle, c'est de se dire que si sur le compte, par exemple, il reste que 2000 et que je veux tirer 2000, je ne peux pas. Parce que 2000, en réalité, représente 2000 plus URSSAF. Donc ça, c'est le deuxième principe. Le troisième principe, c'est d'établir vos propres règles, en fait, de dépenses. Un exemple, je m'autorise à dépenser uniquement maximum X% de ce que j'ai sur mon compte par défaut. Je ne sais pas, maximum 20% de ce que j'ai à disposition sur mon compte initial. Et en parallèle, bah, vous mettez aussi des règles. Si je dépense quelque chose, par exemple, bah, je dois mettre quelque chose de côté sur mon compte SOS pour faire en sorte que, au bout de X temps, j'ai au moins 3 à 6 mois de réserve de fonctionnement d'activité sur mon troisième compte si je fais mon troisième compte. Avec tout ça, en principe, si vous y arrivez et si vous arrivez au niveau du compte SOS qui est plein pour 3 à 6 mois, là, vous êtes solide sur vos appuis, les reins solides. Voilà, là, l'état d'esprit change complètement. Le second principe, il est tout bête, hein, c'est identifier les frais et surtout faire des calculs. Les premiers types de frais qu'on doit identifier, c'est les frais de fonctionnement. Pour ça, ce que je vous conseille, c'est d'anticiper les frais de fonctionnement au plus large, en fait. Si par exemple, vous avez un frais à 41,3 €, vous mettez 45, en fait. On arrondit toujours au plus large. On ne fait pas de calcul à la virgule près sur des trucs comme ça. On n'a pas que ça à faire d'essayer de chercher les centimes. On veut des ordres de grandeur sécurisés pour calculer, pour avoir une vision safe de nos frais de fonctionnement. C'est quoi? C'est comptable, santé, prévoyance, loyer, téléphone, etc. Vous comment dire? Hébergement, c'est tout ce qui, si vous avez, je sais pas, vous êtes chez OVH et compagnie. Si vous faites des restos, vous mettez un budget mensuel pour les restos que vous provisionnez, les softwares, si de temps en temps, les frais de déplacement, si vous avez seulement un contrat de santé, pas encore de prévoyance ou pas encore de complémentaire retraite, anticipez-le quand même. L'idée, c'est d'anticiper au plus large, au plus idéal, en fait. Le deuxième niveau de frais, c'est les frais de rémunération. Donc là, c'est ce que par rapport au principe numéro 1, c'est de se rappeler qu'en fait, une rémunération, on la prend en charge
on la calcule toujours de manière chargée. Donc, une rémunération, c'est pas ce que je me paye sur mon compte en banque perso. Une rémunération, c'est ce que je me paye et ce que ça me coûte en cotisation. Donc, 1000, c'est pas 1000, c'est 1250 en AE et c'est 1450 en EURL ou en SARL. En SASU, c'est encore plus, mais on va pas attaquer sur les sujets qui font mal aujourd'hui. Dans les frais de rémunération, ce que vous pouvez intégrer aussi, c'est les frais kilométriques, parce que les frais kilométriques, quand vous y avez accès, en fait, EURL, SARL, SAS éventuellement, les frais kilométriques, quand vous y avez accès, c'est un vrai outil de rémunération. Donc, c'est quelque chose qui potentiellement peut être provisionné aussi en tant que frais de rémunération. Il faut juste réussir à les justifier. Et le dernier point que vous pouvez anticiper dans les frais de rémunération, c'est de vous dire, par exemple, moi j'ai un projet de rémunération de, imaginons, on va faire très simple, 15 000 par an, ça fait 1000 par mois. Ce n'est pas des chiffres pour vous donner des ambitions basses, c'est des chiffres que j'utilise simplement pour faire des calculs simples. Et ces 15 000, on pourrait se dire que ça serait par exemple 12 fois 1000, et après 2 fois dans l'année, en fait, il y a 1005 de primes. Mais du coup, ces 1005 de primes, il faut les provisionner. Et il faut provisionner surtout les primes chargées. Voilà. Le dernier point anticipé, c'est les frais non identifiés. On achète toujours des petites conneries sur Amazon. On a toujours des investissements qu'on doit faire dans l'année. Si on réfléchit bien, on les voit venir. Hein. Le téléphone, il est au bout. L'ordinateur, il faut le remplacer. L'écran, il commence à faire des glitches partout. Ça ne va pas. J'ai un projet de formation cette année. Je sais que je vais avoir 3 congrès sur lesquels j'ai l'entrée du congrès, le déplacement, l'hôtel. Donc tout ça, c'est con, mais on l'anticipe en fait. Et on l'anticipe directement sur un budget annuel. Le troisième grand principe du pilotage financier freelance, c'est déjà piloter et c'est surtout négocier ses projets pour que le système fonctionne. Je m'explique. Aujourd'hui, je croise beaucoup de freelances qui déjà ne prennent pas d'acompte sur les projets. Déjà, ça, c'est n'importe quoi, mais c'est un autre débat. Mais qui aussi n'ont pas des conditions générales de vente ou des conditions des contrats projets dans lesquels les conditions de règlement sont clairement spécifiées, en fait. L'idée, l'erreur que font beaucoup de freelances, c'est de se dire qu'en fait, il faut négocier des conditions de paiement avec ses clients qui nous arrangent uniquement nous. Or, la clé que vous avez aussi pour faire passer des conditions de paiement pour qu'elles soient respectées, c'est que les conditions de paiement arrangent les deux parties. Pour que ça arrange les deux parties, la règle c'est simple, c'est ça doit arranger les trésoreries de nous, indépendants, et de nos clients. Et pour ça, il faut quoi? Il faut éviter de faire des factures sur des montants trop énormes, trop d'un coup. Donc ce que je vous conseille, c'est d'être malin sur les conditions de règlement. Moi, par exemple, ce que je fais, imaginons il y a un projet de site qui sort, enfin qui arrive, qui est signé. Je sais d'expérience que c'est un projet de site qui va durer 6 mois. En fait, ce que je propose à mon client, c'est 6 mensualités. La première mensualité correspond à la compte, 30% par exemple, et les 70% restants sont divisés en 5 mensualités. En fait. Et du coup, pour mon client, pour moi déjà, c'est pratique parce que j'ai la compte, très bien. Je sais que j'ai un revenu régulier sur ce projet tous les mois. Et pour mon client, c'est la même chose. Donc, il a un acompte, ça, c'est le classique. De toute façon, il n'y échappe pas, il a l'habitude et il pratique ça avec ses clients, probablement. Sauf que lui, tous les mois, au lieu d'avoir un acompte le premier mois et d'avoir 70% à payer 4 mois après, et ces 70% risquent de lui faire très très mal au compte en banque, potentiellement, mon client, je l'arrange parce qu'en fait, je lui fais des petits paiements réguliers étalés sur les 5 mois qui restent. Et en termes de trésor, c'est aussi beaucoup plus facile pour lui, ce qui fait qu'en termes de conditions, c'est beaucoup plus simple à accepter pour lui. Donc, ça arrange tout le monde et surtout, ça alimente mon système parce que ça m'évite, du coup, en tout cas, ça m'évite d'avoir une trésor qui va dans l'orange et dans le rouge et ça travaille pour que j'ai une trésor qui reste plutôt positive. Donc, le deuxième point sur ce troisième principe, c'est de mettre en place un tableau de pilotage. On n'a pas besoin d'un truc hyper compliqué, mais on a surtout besoin d'un tableau de pilotage réaliste, avec des objectifs de marge et surtout avec un suivi d'objectifs qui soit réaliste. Les objectifs mensuels, c'est quelque chose de complètement en soi, c'est quelque chose de complètement con. Pourquoi? Parce que en décembre,
grosso modo, on bosse 2-3 semaines max. En janvier, c'est la même chose. En juillet, août, on va peut-être bosser 2-3 semaines par mois. Et les autres mois, on bosse 4 semaines. Il y a des mois où, par exemple, vous aurez, je sais pas, vous allez partir en vacances, vous allez bosser que 2 semaines. Donc, en fait, on ne peut pas avoir les mêmes objectifs pour chaque mois, sachant que chaque mois, on ne bosse pas le même temps. Ça ne fonctionne juste pas. Vous ne pouvez pas avoir un objectif de 5, 10, 15K si vous faites 2 semaines et la même chose le mois suivant si vous bossez 4 semaines. Ça marche juste pas. Donc, ce que je vous conseille, c'est de partir, de faire des calculs qui vous amènent à un objectif annuel. Cet objectif annuel, pas manuel, pardon, il va être redécoupé en objectifs hebdomadaires par rapport au nombre de semaines réelles que vous bossez dans l'année. Et après, ces objectifs hebdomadaires vont être retransformés en objectifs mensuels par rapport à ce que vous travaillez vraiment dans un mois. Dans la démo qui va suivre, je vais vous montrer comment ça se passe. Le troisième point de pilotage de finances, c'est gérer ses projections par rapport aux projets qu'on a en négociation. En général, quand on négocie des projets avec les clients, au fur et à mesure des négociations, on arrive à voir si ça va le faire ou pas. Bah, l'idée, c'est de se dire que, c'est pas de se dire, par exemple, j'ai un projet à 10K qui va rentrer, c'est de se dire que j'ai un projet sur 4 mois qui va rentrer. Et dans l'état d'esprit, c'est complètement différent parce que du coup, ce projet devient un projet qui va alimenter votre CA pendant 4 mois. Vu que, avec des conditions de règlement malines, en fait, bah, on va tout anticiper pour que la finalité, ce sera pas ce qui nous intéresse, c'est pas les 10K maintenant. En fait, c'est de se dire que bah, maintenant, il y a 30% et sur les 3 mois qui restent, en fait, il y a 70% dilué en 3 mois. Voilà. Donc, en termes de pilotage maintenant, comment ça va se passer? Donc, petite démo. Moi, j'utilise un tableau de pilotage, simplement un Google Sheet qui marche très très bien, que je vais vous partager là, que vous pouvez soit reproduire, soit que vous pouvez trouver sur mon Gumroad. En gros, comment est-ce qu'il est composé? Le premier, donc, il est déjà composé d'une intro. Donc, si vous venez à l'utiliser, il y a toute une explication sur ce document, en fait, à quoi il vous sert, par quelle étape vous passez, etc. Mais on va voir ensemble. Donc, la première étape de calcul qu'on va avoir, c'est le calcul des salaires. En tout cas des rémunérations. Donc ça, c'est un tableau qui est compatible à la fois pour les indépendants, mais à la fois pour les boîtes jusqu'à une dizaine de personnes. Au-delà, ça devient une autre moulinette. Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est là, par exemple, j'ai mis 2 lignes, mais c'est mettre votre ligne à vous, ça serait moi. Bon, le poste, vous mettez ce que vous voulez. Vous mettez, je vais vider ça juste. Vous mettez le salaire net mensuel que vous visez. Donc là, vous visez par exemple, donc là j'avais mis un exemple à 3 000. On peut le laisser, hein. Je veux 3 000 € tous les mois. Dans la colonne d'après, vous choisissez le taux de cotisation. Donc là, il y en a qui sont pré-remplis et avec des annotations. Donc si vous êtes en AE, j'ai mis 25, parce qu'il me semble que c'est le taux de l'année prochaine. Si vous êtes en TNS, c'est 45. Si vous êtes en salarié ou en assimilé salarié, c'est beaucoup plus. Voilà. Et du coup, ça, ces choses simples vont vous donner votre niveau de cotisation qu'il faut que vous mettiez de côté tous les mois. L'avantage, c'est que, en fait, l'URSSAF, la TVA, etc., vous allez les brancher sur ce compte de réserve. Donc, vous n'allez même pas voir passer tous les prélèvements qu'ils font, et vous allez voir, ça fait tellement de bien à l'esprit, ça passe tout seul. Dans la rémunération, qu'est-ce qu'on ajoute également? On ajoute les budgets sur la mutuelle, la prévoyance, la retraite, et éventuellement, est-ce qu'il y a une prime, par exemple, sur le télétravail, si vous avez des salariés. Donc, imaginons on a un salarié, je l'aurais mis en salarié, et je lui mets une prime de télétravail, par exemple, je ne sais pas, 300. Et voilà. Donc, tac, partons du principe qu'on est des freelances solides. Donc, on va se mettre en mode EURL, SARL, parce qu'en général, c'est aussi là qu'on parle de TVA, etc. Et c'est là que ça devient vraiment plus sérieux. Donc là, on voit que avec ce tableau tout simple, si je veux gagner 3 000 nets, pas d'impôt, hein, mais 3 000 nets sur mon compte perso, bah, le coût total avec la mutuelle prévoyance, etc. et les cotisations, c'est
4 590. Et le dernier niveau, la dernière colonne, ce que je vous mets, c'est la présence annuelle. Donc là, vous laissez à 100% si c'est vous. Par contre, si par exemple, vous avez quelqu'un à mi-temps, vous faites le calcul et vous pouvez, sur une base... non, pas à mi-temps, pardon. Si vous avez quelqu'un, si vous embauchez quelqu'un, par exemple, 6 mois sur 12, je ne sais pas, la personne arrive de juin à décembre, bah, là-dedans, dans cette colonne, la présence, vous la passez à 50, parce qu'en réalité, la présence annuelle, c'est 50%, si elle bosse que 6 mois dans l'année. Donc voilà. Ce chiffre-là, en tout cas ces calculs-là, nous amènent au chiffre, au coût annuel de la rémunération de l'équipe. Donc là, c'est une personne, mais vous le faites avec autant de personnes que vous voulez, et vous arrivez au coût annuel réaliste en termes de rémunération. Ça, c'est la première étape. C'est aussi intéressant parce que ça vous permet de vous poser la question, si demain vous voulez salarier quelqu'un, bah en fait, vous utilisez ce tableau pour faire vos projections et vous arrivez tout de suite à voir bah, le salaire annuel chargé de cette personne, combien ça représente. Et voilà, ça vous permet de vous projeter et d'anticiper. En deuxième étape, on va travailler à l'évaluation des frais mensuels. Donc les frais mensuels, vous avez là une trame avec les grandes familles de frais. Il suffit de la remplir, de la personnaliser. Vous avez dans un premier temps les frais de fonctionnement en mode institution, donc le comptable, la banque, assurance, la RC Pro par exemple, votre logiciel comptable, est-ce que vous avez un prêt, est-ce que vous avez de la CFE, vous arrêtez de vous poser la question, vous allez voir un comptable, quitte à mettre un petit billet pour un consulting ou quoi que ce soit, et encore, vous ne l'aurez pas, vous allez voir un comptable, vous demandez le montant, et vous mettez le montant là-dedans. Et en fait, on arrête de parler de... Et on arrête d'être surpris par cette chose immonde. Ensuite, vous avez les frais de fonctionnement en termes d'abonnement. Enfin, voilà, vous avez, en tout cas, les récurrents, pardon. Vous avez loyer, téléphone, Internet, Google Suite. En tout cas, j'ai laissé Google Suite parce que moi, j'ai Google Suite. Vous avez peut-être de l'hébergement, vous avez peut-être des frais à droite, à gauche. Voilà, ça, c'est tout ce qui est fonctionnement, abonnement. Vous avez le quotidien. Le quotidien, c'est quoi? C'est les déplacements. Donc, les déplacements, c'est soit des frais kilométriques, soit un véhicule de fonction. C'est l'un ou l'autre. Les deux, ça ne marche pas. Vous pouvez avoir de l'abonnement de transport, les restos. Moi, j'ai toujours fonctionné en indiquant des budgets mensuels pour les restos. Bien sûr, tous ces budgets-là sont hors taxe. On met toujours hors taxe. Alors, si vous êtes auto-entrepreneur ou pas assujetti à la TVA, tout ce qui est devis, vous les ferez hors taxe. Par contre, tout ce qui est dépenses, vous mettrez les dépenses TTC parce que vous ne récupérez pas la TVA. Mais sinon, de manière générale, on parle toujours en hors taxe. Donc là, c'est que des montants hors taxe. Donc le quotidien, resto, achat divers, des livres, du petit matos, etc. Vous avez vos logiciels, vous avez les investissements éventuellement que vous allez devoir faire dans l'année. Donc ça, c'est bien de les indiquer. Parce que comme je vous l'ai indiqué, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un budget annuel qu'on va rendre hebdomadaire et après qu'on va répartir sur les différents mois de l'année de manière réaliste. Donc en fait, même si vous voulez acheter un téléphone, je ne sais pas, on est en janvier, vous voulez acheter un téléphone en septembre, vous le mettez quand même là-dedans. Donc les investissements, c'est quoi? C'est les téléphones, formation, du matériel, des gros investissements, quoi. Un accompagnement, et voilà. Et le dernier coin, c'est prestataire. Est-ce que vous avez des frais en termes de prestataires qui arrivent tous les mois? Et là, bah, vous mettez votre mensuel. Si, par exemple, vous avez des frais qui interviennent qu'au milieu d'année. Imaginons, là, j'ai mis un budget Community Management 600, mais c'est que pour 6 mois, en fait. Bah, là, en fait, ce que je ferais, c'est, au lieu de mettre 600, bah, je fais un calcul... je fais un calcul simplement sur 6 sur 12. Donc 600 sur 6 mois, ramené à 12 mois, bah, ça me fait un 300. Donc c'est-à-dire que là-dedans, dans cette colonne, ce qui est très important, c'est de mettre le mensualisé ramené à l'année, en fait. Une fois que vous avez tout ça, en fait, déjà vous avez une idée. En haut, vous avez un total. Vous êtes capable de savoir, et ça change tout. Déjà, on l'a vu sur l'onglet d'avant, vous savez
ce que vous devez trouver chaque mois juste pour votre salaire. 4590 par ici. Vous savez ce que vous devez trouver chaque mois en moyenne pour fonctionner. Tac. Donc déjà ça, c'est bien de le savoir parce que sans calcul complexe, au fur et à mesure que vous allez facturer dans le mois, vous savez quand est-ce que vous êtes safe dans le vert et quand est-ce que vous commencez à gagner de l'argent. Ça, c'est déjà quelque chose qui change beaucoup dans le pilotage. Uniquement savoir où je suis. Est-ce que là, je paye des frais ou est-ce que là, je génère de la marge? Donc ça, déjà, ça change énormément de choses. Donc, à cette étape-là, donc on a le mensuel moyen, on a un rappel de la masse salariale annuelle et mensualisée, et à la fin, vous avez un coût moyen mensuel de la structure qui correspond à 1807 et qui correspond à la moyenne mensuelle de la rémunération de l'équipe. Donc là, dans notre cas précis, on sait que tous les mois, en moyenne, si on bossait la même chose tous les mois, il faut qu'on tape 6397 minimum. Mais c'est pas fini. Parce qu'on est freelance. Parce que être freelance, c'est être une entreprise, au final. Donc, en fait, on passe à la troisième étape sur 4, qui est les objectifs. Donc, dans les objectifs, quand vous aurez rempli le point 1 et 2, il y a la première case qui se remplit tout seul. C'est le coût annuel exact de votre structure. Donc, dans notre calcul là qu'on a fait, le coût annuel exact de la structure, c'est 76 764. Donc, je sais déjà que ça, c'est le chiffre d'affaires minimum que je dois faire. Sauf que avec ce chiffre d'affaires minimum, en moyenne, je dois faire 6003, 6004 par mois. Mais avec ce chiffre d'affaires minimum, j'ai pas droit à l'erreur. C'est-à-dire, demain, je tombe malade, ou demain, j'ai des frais en plus, ou demain, j'ai ça, j'ai un truc qui pop. Voilà, je suis bloqué, en fait. C'est là qu'on va ajouter de la marge. Pourquoi il faut de la marge? La marge, ça sert, déjà à évoluer. Évoluer, c'est pas forcément faire des sous pour faire des sous, mais ça permet d'investir, ça permet de financer une prime, un projet, une prime qui partira dans un projet personnel. Ça permet de financer de l'investissement parce que vous voulez faire du community management l'an prochain, vous voulez embaucher une personne, vous voulez commencer à déléguer du job. Tout ça, il faut le financer. Donc, pour le financer, il faut de la marge. Et ça sert à plein d'autres choses. Donc moi, la marge, là, je vous ai mis un exemple, 38%. Moi, je vous conseille, franchement, d'aller sur une marge ambitieuse. Donc, imaginons, vous mettez 50, par exemple, et ça vous montre que là, en fait, si je vise 50% de marge, normalement, à la fin de l'année, je fais un résultat net de 38. 38, voilà, on peut se dire, ça fait peur, etc., etc. Mais l'avantage, c'est que là, vous savez. Et au fur et à mesure de l'année, quand vous allez bosser, quand vous allez gratter, etc., et que vous allez y aller, en fait, quand vous avez calculé votre marge, vous savez exactement pourquoi vous le faites. Et ça change aussi beaucoup de choses en termes de motivation, en termes de vision quand on pilote une activité. Donc, une fois qu'on a la marge, ça nous calcule la marge par rapport à notre aux chiffres qu'on doit faire. Ça fait une moyenne sur le mensuel. Et au final, ça nous fait un CA annuel visé, là, de 115. Voilà. Le CA annuel visé de 115, en moyenne, ça fait 9005, 9006 par mois. Et là, on va commencer à être beaucoup plus réaliste parce que les valeurs moyennes mensuelles, ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est à partir du 115 d'objectifs total par an. Qu'est-ce que je dois faire en janvier de manière réaliste, en février de manière réaliste, etc., etc. Donc pour ça, il y a les dernières colonnes à configurer qui sont combien de semaines totales j'ai dans l'année, combien de semaines de vacances je prends, ou en tout cas d'absence. Donc là, il y a marqué 11, ça peut vous paraître dingue, mais si vous regardez un petit peu, janvier, vous avez peut-être une semaine, décembre, vous avez peut-être une semaine, l'été, vous avez peut-être une semaine par-ci, par-là, à la fin, vous cumulez 3-4 semaines. Entre l'été et janvier, il y a peut-être 2 semaines qui sautent. Entre l'été et décembre, il y a peut-être encore au total 2 semaines d'absence. Donc ça, l'idée, c'est pas forcément de se dire, je vais mettre 5
parce que c'est 5 semaines de congé chez les gens. Non, c'est de se dire de manière réaliste, quand je regarde l'année dernière, par exemple, ou quand je regarde ce qui va se passer cette année, combien de semaines d'absence est-ce que j'ai réellement, ce qui va me donner un chiffre de combien est-ce que de semaines effectives est-ce que j'ai vraiment. Et là, on va diviser notre CA annuel par le nombre de semaines effectives dans l'année. Et là, ça nous donne un vrai objectif. Là, l'idée, c'est de se dire que toutes les semaines que vous travaillez, vous devez faire, donc selon nos chiffres, vous devez faire 2008 de CA. Et ça c'est un vrai objectif parce il est calculé. Vous savez exactement comment il est calculé. Il y a de la marge dedans, donc c'est un objectif qui vous permet de vivre dans un premier temps et de faire évoluer votre structure dans un deuxième temps. Et enfin, c'est un objectif qui est calculé sur des données réelles, en fait. Ce n'est pas calculé sur 52 semaines annuelles, alors que personne ne bosse 52 semaines annuelles. C'est calculé sur le temps que vous travaillez réellement. Voilà. Ça change beaucoup de choses. Voilà. On arrive à la dernière étape que je vais vous expliquer, et après on pourra passer aux questions. La dernière étape, c'est quoi? C'est le suivi mensuel. Le suivi mensuel, vous voyez là, dans le tableau, il y a janvier, février, il y a tous les mois de l'année. Le premier élément qu'on indique là-dedans, c'est combien de semaines je travaille sur ce mois. Donc là, si par exemple, je configure toutes les semaines pour tous les mois, et là, il m'a mis en orange 1 parce que j'ai encore une semaine à dispatcher. Donc là, en janvier, tu bosses 2 semaines. Là, en fait, j'ai un problème de 1. Donc en janvier, je vais repasser à 3. Et du coup, là, mon compteur, il passe à 0. Ça veut dire que là, on a une bonne répartition entre le chiffre qu'on avait tout à l'heure, les semaines réellement travaillées, et la répartition qu'on a faite. Donc là, la répartition, elle est correcte. On voit que janvier, 3 semaines, février, 3 semaines, oui, il y a le ski. Mars, avril, mai, 4 semaines. Là, c'est un peu les périodes où on va bosser fort. En juin, on va prendre un break, donc il n'y aura que 3 semaines. En juillet, 4 semaines. En août, on va prendre un vrai break. Et de toute façon, les clients ne sont pas là, donc on va bosser qu'une semaine. Septembre, octobre, novembre, on bosse classique. Et décembre, on bosse 3 semaines de manière réaliste. Donc, une fois qu'on a cette répartition, le tableau vous calcule automatiquement. En gros, il prend ce chiffre, objectif hebdomadaire, réel, et il le multiplie par ce que vous bossez. Donc, les mois où on bosse 3 semaines, on voit qu'on a un objectif de 8004 par mois, et les mois où on bosse 4 semaines, on voit qu'on a un objectif de 11002. Ça, encore une fois, ça change beaucoup de choses parce que maintenant, on le sait. Vous avez une ligne en dessous, objectif cumulé. L'idée, c'est de voir le premier mois, le cumulé, c'est normal, mais c'est de voir en février, c'est le cumulé janvier-février. En mars, vous aurez le cumulé janvier, février, mars. Et en fait, ça vous permet de voir la progression de votre chiffre d'affaires jusqu'à l'objectif final. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est, si on descend un peu dans le tableau, on va configurer ce qu'on a là. Donc, soit des mouvements, soit des potentiels. Donc, les mouvements, l'idée, c'est de se dire, là, on a un exemple de comment on traite ou comment on intègre les potentiels projets ou les budgets projets. Là, par exemple, disons qu'on a, un projet à... Là, j'ai sur quoi? On a un projet... Tac. J'ai sur 4 mois. On a un projet, imaginons, de 15 000 qui tombe sur 4 mois. Là, ce que je vais faire, c'est je vais mettre mon acompte. Donc là, le premier mois, ça sera mon acompte. Et ensuite, on va faire 15 moins l'acompte. Et on va faire sur, parce qu'on a 4 mois, donc il en reste 3 à dispatcher. Et là, on fait du égal et on fait les correspondances. Donc ça, quand vous remportez un projet, par exemple, vous le dispatchez dans votre tableau de cette manière-là. Voilà. Et là, vous savez que, en fait, on parle d'un projet à 15 000, par exemple, mais on parle surtout d'un projet qui alimente du CA pendant 4 mois. Et qui alimente du CA comment? Qui alimente du CA de 4 500 en janvier et de 3 500 février, mars, avril. Qu'est-ce que ça fait, en fait? C'est, dès le début, quand on a signé un projet, on est capable de voir que sur janvier, je dois faire 8004, je suis à 4005, en fait.
il me reste en dessous, c'est la ligne 8, il me reste 3009 à trouver pour être bien. Et dans ces 3009 à trouver pour être bien, il y a de la marge intégrée. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. Il y a aussi le pourcentage, c'est de se dire qu'aujourd'hui, je suis à 53% de l'objectif mensuel. Avec ces 4005 sur janvier, je suis à 53% de l'objectif mensuel. Et au fur et à mesure que vous allez faire vos factures, en fait, ou que vous allez anticiper vos factures, vous allez mettre tout dans ce tableau. Donc, intervention express client X. Vous avez fait une intervention, je ne sais pas, à 700. Bah, vous la mettez dedans. Vous savez que dans 3 mois, vous avez un contrat de maintenance, par exemple, annuel qui va retomber dans 3 mois. Bah, la maintenance, voilà, je sais qu'en mars, le contrat de maintenance de Intel va être relancé et que je le shoot à l'année d'un coup. Donc là, je mets, je ne sais pas, je facture 90 par mois, imaginons, bah, je le provisionne déjà. Et en fait, là, déjà en pilotage, si vous indiquez tous vos récurrents annuels dans le tableau, bah, déjà, vous voyez exactement chaque mois qu'est-ce que vous devez atteindre et où vous en êtes déjà. En plus, il y a des petites couleurs là. Le bleu, c'est en mode, allez, on y est presque. Le rouge, c'est bah là, faut gratter. Et quand on est OK, si par exemple là, je remets 5000, là, vous êtes dans le vert. Et là, vous savez que vous faites, par exemple, là, j'ai mis une autre intervention à 5000 ou un autre projet. Et là, je sais que, en fait, en plus de mes objectifs margés, je fais encore 1007 de bonus. Voilà. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que ça vous permet aussi de voir si vous avez des mois où vous n'arrivez pas à taper le vert. En fait, bah, vous prenez l'addition des différents mois et vous regardez la somme en bas. Et en fait, si la somme, elle approche de zéro, bah, ça veut dire qu'il y a des mois qui compensent, il y a des mois bonus qui compensent des mois qui sont plus durs en fait. Et ça, c'est aussi intéressant à voir. C'est que bah, voilà, vous pouvez quand même faire la moyenne. Là, je vois que, imaginons, je suis un petit peu sur février, je fais que 5005. Bah là, je vois que là, j'ai 1550 de différentiel entre le bleu et le vert. Donc, ça veut dire qu'en réalité, sur 2 mois, j'ai que 1550 de retard de CA. Je n'ai pas 2925 comme c'est indiqué sur le bleu. Donc voilà, ça vous permet vraiment de piloter ça. Et après, ce que vous faites, vous avez la ligne des potentiels. Donc la ligne des potentiels, elle fait quoi? Elle reprend le CA qui est indiqué là, donc la somme du CA que j'ai ici. Et après, forcément, elle retire à ce CA tout ce que... non, elle ajoute. Elle ajoute à ce CA, pardon, tout ce que vous indiquez là. Donc j'ai le projet X en négociation, là j'ai encore 1000 en négo, etc. Et là, votre potentiel, c'est le réel plus la somme des potentiels. Donc, typiquement, les projets où vous avez un indice de confiance que ça va signer ou qui est moyen, en fait, vous les mettez dans le potentiel. Ça vous donne quand même une idée sur le CA que ça va vous donner. Et dès que vous passez sur des indices de confiance qui sont forts, voilà, il manque que la signature. Là, vous passez ça directement dans le mouvement, bien sûr. Dans le mouvement, évidemment, vous n'avez pas besoin de mettre les frais que vous avez tous les mois. Parce que, imaginons, vous avez du community management, vous n'avez pas besoin de le mettre là-dedans parce qu'il est indiqué dans l'évaluation mensuelle. Donc, c'est déjà anticipé dans les frais. Par contre, si à un moment, vous avez une dépense qui arrive et qui n'était pas du tout prévue, imaginons, je n'avais pas du tout anticipé le fait de devoir racheter un ordi. Mon ordi a cassé et je dois le remplacer. Ce n'était pas du tout anticipé dans les frais. Donc, soit je le mets à jour dans les frais et dans mon suivi, je regarde que mes couleurs elles soient OK. Et OK, tant mieux, ça passe. Soit si je le mets à jour dans mes frais, ça met le bazar partout dans mon suivi. Et là, je vais le faire sous forme d'une dépense exceptionnelle qui va être là-dedans, exceptionnel. Et là, au lieu de mettre un chiffre positif, vous mettez un chiffre négatif. Encore une fois, vous mettez tout ça en hors taxe. Toujours. Et si vous êtes en AE, par contre, vous mettez les dépenses en TTC et ce que vous facturez au client en hors taxe.
Donc l'idée, c'est qu'avec ça, en principe, à force de couleurs, de progression, etc., vous arrivez à voir exactement où est-ce que vous en êtes en fait dans votre suivi. Les couleurs vous permettent de valider les mois où vous êtes OK, 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 les mois où vous êtes un petit peu plus instable. Et en fait, l'idée, c'est que ce que je vous conseille, c'est que d'année en année, c'est de répéter ça et de voir au fur et à mesure des années si vous avez des patterns qui se répètent. Imaginons, tous les ans, je sais que j'ai le mois de mars qui est un peu sensible. Ben, en fait, revenir sur les années précédentes, ça peut aussi vous servir à anticiper les choses et à vous dire, ben, en fait, si ça se trouve, mars, si je sais que tous les ans, pardon, mars, c'est un mois sensible, bah, au lieu de lui mettre 4 semaines, je vais lui mettre que 2 semaines, parce qu'en réalité, il y aura 2 semaines d'activité. Et en fait, ces 2 semaines vont être compensées sur des mois qui seront autres. Et du coup, bah, au fur et à mesure des années, bah, mes mois faibles, je les compense et je les rattrape avec les autres mois qui sont beaucoup plus forts. Voilà. Donc, ce tableau, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il vous permet de mesurer un petit peu le temps que vous passez sur vos projets versus le budget de vos projets. Imaginons que on a un budget de, je sais pas, 2000 euros et je sais que c'est un projet qui va durer 4 mois. Bah, en fait, si je convertis là-dedans, si je le mets là, bah, voilà, ça va me faire un acompte de 600. Non, ça va me faire un 2000, pardon. Ça va me faire un acompte de 600 et après des mensualités de 466. En fait, ne serait-ce que voir ça sur un tableau, ça permet de se poser la question, en fait, est-ce que c'est le type de projet qui est vraiment intéressant pour moi? Est-ce que c'est vraiment le type de projet qui sert mon système ou pas, en fait? Ou si c'est le type de projet ou le type de budget projet qu'il y a comme ça, bah, en fait, est-ce que je peux vraiment me permettre d'étaler ça sur 4 mois? Probablement pas. Si je vous donne mon exemple personnel, dans mes CGV, par exemple, j'ai indiqué des conditions de règlement en fonction des budgets. Si par exemple j'ai un budget à 2000, je considère qu'en fait, ça va être un règlement en une fois, par exemple. Et les règlements où il y a acompte solde, ça va être à partir de, je sais pas, imaginons 4000 ou 5000. Là, à partir de 4000, par exemple, il va y avoir un acompte et éventuellement 2 situations maximum. Et du coup, ce tableau vous permet aussi de mieux définir vos CGV, vos conditions de vente et vos conditions de règlement en vous disant, bah, en fait, pour que ce soit viable pour mon système, sur des budgets qui vont de, je sais pas, 0 à 2000, il me faut un paiement d'un coup. De 2000 à 5, par exemple, je peux aller jusqu'à 3 paiements, donc un acompte et 2 situations. Et après, je peux aller jusqu'à X paiements maximum. Et ça vous donne une vraie clé quand vous négociez avec un client ou quand vous proposez des solutions de paiement, des conditions de paiement à vos clients, parce que ça vous permet déjà de proposer des solutions dans lesquelles, qui sont viables pour votre client, qui sont acceptables, qui les arrangent. Plus ça les arrange, plus ça va dans leur sens, plus il y a de chances que ça soit accepté. Et en plus, que ce soit pratique pour votre client, ça va bénéficier à votre système. Et du coup, ça sera viable pour vous, en fait, simplement. Et c'est tout ce dont on a besoin. Donc, ça permet de challenger ça, combien de temps je passe par rapport au budget, quel type de budget sont vraiment pertinents pour alimenter mon système, et du coup, à la fin, quel type de prestations sont vraiment viables pour moi, en fait. Donc voilà, ça c'est le petit outil. C'est un outil que j'utilise maintenant depuis, je dirais 5 à 7 ans. Enfin, un outil, c'est un tableau Excel, hein, au final, que j'ai mis en place du temps de l'agence et que j'utilise encore aujourd'hui sur l'activité solo. Donc du temps de l'agence, ça marchait jusqu'à 7 personnes. J'estime que ça marche jusqu'à 10 personnes à peu près. Après, au-delà, on est sur d'autres volumes, mais sur de l'activité indépendant, c'est un outil assez simple, mais qui marche vraiment très bien. Et puis à chaque fois, j'ai rajouté plein de petites notions euh, sur les chiffres. À chaque fois, on a le prévisionnel mensuel et à chaque fois, on a l'annuel cumulé. Donc là, par exemple, si je prends les données que j'ai intégrées dans le mois de février, je vois que actuellement, je suis à 5,5% du CA, du mois. Et juste à côté, je vois 28%, c'est du CA de janvier et février. Si là, par exemple, si je mets un 15 000 d'un coup, là, je vois que je suis à 117. Donc, ça veut dire que là, je sais que déjà,
à la fin de février, j'ai 17% de plus que ce que je vise avec ma marge. Donc, il y a des petits chiffres un petit peu partout qui sont expliqués, qui vous permettent vraiment de piloter et d'avoir une vision sur les finances qui vous amène un petit peu de sérénité. Donc, voilà pour la démo. S'il y avait un mot de la fin avant qu'on passe aux questions, l'idée, c'est de garder en tête que quand on est freelance, on reste une entreprise. Et en fait, quand on est en entreprise, l'argent, c'est une composante essentielle, entière de l'entrepreneuriat, en fait. Ça vous apporte de la sérénité, de la tranquillité d'esprit. Et en fait, qui dit tranquillité d'esprit dit que en fait, vous pouvez piloter votre activité et vous pouvez prendre des décisions stratégiques pour votre activité de manière sereine. Et du coup, vous passez du mode agir plutôt que réagir. Ce qui, à terme, vous amène à passer de survivre avec une activité à vivre avec une activité, simplement vivre et se développer avec l'activité. Et puis pour toute l'idée, l'argent fait le bonheur, ça, je vous laisse. C'est pas à moi de dire, je vous laisserai seul juge sur cet aspect-là. Donc voilà, on arrive à la fin de la démonstration, ou en tout cas du webinaire surtout. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas, c'est le moment. C'est le moment, pardon. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Merci à toi. Ouais, merci, c'était super intéressant. Donc n'hésitez pas. De mon côté, pas spécialement de questions, c'est très clair. Moi, j'ai un fonctionnement qui est quasiment similaire, un chouille moins poussé sur la séparation en semaines, etc. Mais je reste plutôt avec une vision à l'année. Mais c'est rassurant de voir que le fonctionnement est similaire. Et du coup, en retour d'expérience, tu dirais que depuis que tu as ce fonctionnement-là, entre avant, quand tu l'avais pas, et Ouais. maintenant, quand tu l'as, ça a changé quoi? Bah, je suis beaucoup plus serein. Effectivement, tu disais que la clé c'était de savoir. Je suis assez d'accord. Bah, comme je me vois à l'année. Alors moi, je fonctionne avec du coup un compte pro séparé sur lequel j'ai toute ma trésorerie. Alors j'ai pas fait le système des trois comptes. J'ai mon compte pro et mon compte perso. Le compte pro en fait récupère l'entièreté des fonds pro, mais comme tout est anticipé, il n'y a pas de souci. Mais en fait, du coup, j'ai toujours une certaine quantité d'argent là-dessus qui permet de couvrir plusieurs mois. Et comme je suis l'activité à l'année avec un objectif à l'année, tout est lissé sur l'année, donc je suis plus serein, même quand je vois qu'il y a un mois de creux. En fait, je sais que par rapport aux chiffres de l'année, je suis OK. Donc, je m'inquiète moins d'une baisse d'activité par mois ou par semaine. Ok, et du coup, parce que je parlais de prise de décision, ça t'amène à diriger ta boîte et ton activité différemment? Ça me permet de pouvoir plus facilement dire non. Ça me permet du coup de refuser des clients si le projet m'intéresse pas, si je sens pas le client, parce que je sais que je suis dans mes clous en termes de chiffre d'affaires. Ça me permet de mieux négocier ou de monter mes tarifs et du coup de savoir que je peux avoir une marge de manœuvre pour la négociation et de savoir quel est le minimum que je dois pas dépasser dans la négociation, et si on le dépasse, refuser le projet. Voilà. Ok. Bon, bah, Donc ouais, c'est très utile. on dort mieux, hein. On dort beaucoup mieux. On dort mieux, le café a un autre goût, la vie, le ciel est beaucoup plus rose. Ouais, non, puis même, ça permet aussi de voir combien tu peux investir dans ta société. Enfin, je veux dire, moi j'ai renouvelé mon matos, me faire un nouveau bureau, prendre des locaux avec d'autres indépendants. Enfin, je veux dire, comme tout ça est calculé, enfin, on peut dépenser sereinement aussi, ce que je trouve bien. Ok. Bah, merci pour ce retour d'expérience, en tout cas.